Et comment ça va? Dans un futur proche, le Soleil libère une énorme explosion qui commence à se déplacer en direction des autres planètes. Pendant ce temps, en Turquie, Arman est sur son bateau, profitant de son travail de plongeur. Après quelques heures de nage, il retrouve son ex, Daphne, qui est venue lui demander de se joindre à elle pour un voyage dans les profondeurs marines jusqu'à la faille d'Erebus. Lorsqu'elle mentionne que l'expédition est sponsorisée par la corporation Yenilik, l'entreprise du père d'Arman, il n'apprécie pas du tout et une dispute éclate. Daphne lui fait promettre d'au moins réfléchir à la proposition. La nuit, l'explosion solaire détruit un satellite. L'explosion se déplace à grande vitesse et approche de Mercure, ce qui était rapidement détecté par Selik dans une base aérienne de la capitale turque, Adana. Elle montre immédiatement ces informations à sa commandante, qui lui dit qu'elle va en informer ses supérieurs et lui demande de garder le silence à ce sujet. Le lendemain matin, un dossier mystérieux est laissé sous la porte d'Arman. Alors, il court retrouver Daphne. Il la trouve avec son nouveau fiancé, Kenan, rendant la situation un peu étrange. Arman demande plus de détails sur la mission et Daphne lui montre quelques cartes en expliquant que son père est à la recherche d'une nouvelle source de carburant. Un site disparu depuis 100 ans a été redécouvert, ce qui enthousiasme Arman car il pourra y trouver le Savalia Savaglia, un corail noir qu'il a toujours voulu mais n'a jamais réussi à attraper. Il décide d'y aller et la nuit venue, il rejoint le reste de l'équipe. Il est heureux de retrouver l'assistante de Daphne, Rana, le biologiste marin Cam et l'océanographe Félix. Cependant, Arman s'énerve en voyant que Kenan fait aussi partie du voyage et reçoit un appel de son père dont il doute qu'il se soucie réellement de lui. À la base aérienne, Selik surprend une réunion entre ses supérieurs et découvre que des rayons gamma dangereux se dirigent vers la Terre, ce qui signifie que l'humanité n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Plus tard, chez elle, Selik appelle sa mère et lui demande de se cacher sous terre avant jeudi. Malheureusement, ses supérieurs interceptent le message et envoient des soldats chez elle. Selik les voit arriver et court bloquer la porte avec quelques meubles, réussissant à s'enfuir par l'arrière et laissant son téléphone derrière elle. Quand les soldats envahissent la maison, Selik est déjà loin en voiture. En mer, Daphne décide de faire une plongée préliminaire avant d'atteindre la faille afin de tester le sous-marin. Tout le monde l'accompagne tandis que Kenan et le capitaine restent sur le bateau. Avant leur départ, le capitaine informe qu'il y a des rapports sur un phénomène étrange dans l'océan en Asie, mais on l'attribue à une éruption volcanique, alors le groupe part quand même. Ils passent quelques heures sous l'eau lorsque, soudain, Arman voit une lueur, ce qui est étrange, car cette zone devrait être totalement obscure. Il remonte à la surface, mais personne sur le bateau ne répond à la radio. Alors, il recherche le bateau et le retrouve complètement vide. Sur un ordinateur portable, il découvre une vidéo laissée par Kenan expliquant qu'ils ont reçu un message d'Asie disant que le soleil tue tout le monde à son lever. C'est pourquoi lui et les autres sont partis chercher un abri dans la ville de Kos. Le groupe décide de se rendre au même bunker, mais doit d'abord revenir sur la côte pour recharger le sous-marin. En chemin, ils voient quelque chose se rapprocher sur le radar. Lorsqu'ils atteignent enfin la terre ferme, ils trouvent la zone totalement vide et sans électricité. À ce moment-là, un énorme sous-marin militaire émerge. Il s'agit du Yakamoz S-245. Les soldats de la marine débarquent et sont déconcertés par l'absence d'électricité et de signal téléphonique. Arman raconte au commandant et René ce qu'ils savent, tandis que Daphne reçoit un message vidéo par satellite de Kenan montrant la panique qui s'empare des rues. Le soleil se lèvera dans environ 4 heures. Alors, René et son second, Umut, rassemblent les soldats et leur ordonnent de trouver l'abri mentionné par Kenan. Félix et Cam prennent quelques outils du sous-marin et partent en voiture, espérant trouver l'installation électrique pour la réparer. Daphne et Arman disent à Rana d'attendre là pendant qu'ils rejoignent les recherches. À peine montés dans une autre voiture, Umut se joint à eux. Quelques instants plus tard, une explosion retentit sur le quai. Rana commence à pleurer, effrayée à l'idée de mourir, alors l'officier Yonka tente de la réconforter. Pendant ce temps, Félix et Cam trouvent enfin les tours électriques. L'endroit est abandonné, rempli de fils brûlés et d'étincelles, mais ils décident d'essayer quand même. Cam tremble et a du mal à se concentrer, ce qui s'explique rapidement lorsqu'une pochette tombe de sa poche. Il s'avère qu'il prend des stimulants illégaux, alors il vaut mieux laisser Félix s'occuper des réparations. Le groupe d'Arman arrive à Kos, mais ne trouve que des incendies et plusieurs cadavres au
au sol. Tous sont morts, semblant s'être consumés de l'intérieur. En suivant la vidéo de Kenan, le groupe entre dans l'église qui est également remplie de corps. Peu après, les officiers arrivent et fouillent la ville, découvrant encore plus de corps éparpillés partout. Soudain, l'officier Baris commence à se sentir mal et vomit. Arman trouve des jumelles thermiques dans une voiture et scrute la zone, mais il n'y a aucun mouvement, ce qui signifie qu'il n'y a aucun survivant. À cet instant, les officiers informent Umut qu'ils ont trouvé une personne vivante à l'intérieur du coffre d'une banque. Le trio s'y précipite et découvre le survivant en train de murmurer des phrases incohérentes en grec ancien. Arman comprend la langue et lui parle, apprenant que l'homme a survécu parce qu'il était sous terre et que le coffre était en plomb. L'homme répète aussi que tout le monde se trompe. Un médecin constate qu'il souffre d'une hémorragie interne et a une respiration faible. Alors Umut lui tire dessus. Furieux, Arman hurle sur Umut qui répond simplement qu'il l'a fait par pitié. Les officiers décident de retourner au quai et de se cacher dans le sous-marin. Daphne veut toujours retrouver Kenan, alors Umut lui donne ainsi qu'à Arman 30 minutes pour revenir avant que le sous-marin ne plonge. Dans la banque, certains officiers tentent de récupérer des sacs d'argent avant de partir, affirmant que les propriétaires sont déjà morts. Cela déclenche immédiatement une bagarre. À ce moment-là, Félix parvient à rétablir le courant. Cela active le système de sécurité de la banque et plusieurs officiers se retrouvent coincés à l'intérieur. Un officier à l'extérieur essaie de les aider, mais la porte est en train de se refermer et il est contraint de reculer pour sauver sa propre vie. Ok, Félix et Cam reviennent sains et saufs. Rana fait des recherches sur Internet et découvre que, selon des scientifiques, l'incident a été causé par un changement de polarité du Soleil. Ce phénomène survient tous les 11 ans, mais cette fois, il a été plus intense et a provoqué l'explosion qui a libéré les rayons gamma géants. À cause, une alerte d'évacuation commence à retentir dans les haut-parleurs de la ville, annonçant un abri à Tigaki. Daphne et Arman s'y précipitent, mais trouvent également l'abri rempli de corps, y compris celui de Kenan. Arman prend le téléphone de Kenan et regarde sa dernière vidéo qui montre comment tous ceux qui se trouvaient dans l'abri se sont consumés de l'intérieur en même temps. Daphne s'effondre, mais il n'y a pas de temps pour le deuil, car le soleil est sur le point de se lever. Le duo conduit aussi vite que possible jusqu'au quai, où le sous-marin est sur le point de partir. Umut les aperçoit, mais ferme tout de même l'écoutille. Arman saute sur le sous-marin et commence à frapper la structure jusqu'à ce que ses amis l'entendent et que Yonka ouvre l'écoutille pour eux. Après que le sous-marin ait finalement quitté la surface avec tout le monde à bord, Umut dit à Arman qu'il a perdu de nombreux hommes parce qu'il et Daphne poursuivaient un fantôme et qu'il ne leur pardonnera jamais. Les heures passent sans aucune nouvelle du monde extérieur, rendant l'atmosphère pesante. Baris ne va pas mieux et commence à avoir des hallucinations avec sa mère. Pendant ce temps, Arman et ses amis font une visite du sous-marin et apprennent les règles. Soudain, une alarme se déclenche, signalant une rupture des systèmes hydrauliques. Le sous-marin se met à trembler et les systèmes auxiliaires prennent le relais. L'ingénieur était mort dans la banque, mais heureusement, Arman intervient pour sauver la situation et parvient à réparer le problème. René est impressionné et, après lui avoir posé quelques questions pour tester ses connaissances, décide de le nommer nouvel ingénieur en chef. Umut n'apprécie pas du tout cette décision et promet de se débarrasser d'Arman s'il commet une erreur. L'officier Altan n'est pas content non plus et rappelle à Arman qu'il n'a aucune autorité à bord. Le reste du groupe est assigné au nettoyage et Félix commente que c'est leur nouvelle réalité car il doute qu'ils puissent un jour retourner à la surface. Altan et d'autres officiers donnent des coups de pied à Félix et attrapent Cam par le cou, le blessant tout en l'accusant de la mort de leur compagnon. Après l'avoir insulté, il relâche Cam et ordonne au groupe de continuer à nettoyer. Umut observe la scène à distance, mais ne fait rien. Daphne raconte à Arman ce qui s'est passé, mais il lui dit qu'il vaut mieux jouer leur jeu, car s'il riposte, la situation ne fera qu'empirer. Furieuse, Daphne va en parler à Erné, mais celui-ci défend ses soldats en affirmant que personne n'aurait fait ça sous son commandement. Pendant ce temps, Baris continue d'avoir des hallucinations et affirme même avoir vu quelqu'un ramper
échappé dans les conduites de ventilation, mais personne ne le croit. Peu après, les officiers découvrent que plusieurs boîtes de nourriture ont disparu. Altan accuse Daphne, mais Yonka prend sa défense. Encore plus en colère, Altan rassemble les soldats et dit à Erene que le groupe d'Arman a volé la nourriture et doit être expulsé. Arman intervient et prononce un discours émouvant sur le fait que tous ont perdu des êtres chers et qu'au lieu de se battre, ils devraient travailler ensemble pour survivre. À ce moment-là, Félix remarque que Barris tient une grenade et court prévenir les autres. Alors que les civils restent en retrait, Erene et les officiers s'approchent de Barris, qui refuse d'écouter qui que ce soit, étant déjà hors de lui. Il commence à parler de purification et du fait que la terre doit renaître, mentionnant un prétendu jour du jugement à venir. Réalisant ce qui va se passer, Erene verrouille la porte derrière lui juste à temps. Barris déclenche la grenade, mourante avec Erene. Les alarmes se déclenchent immédiatement et plusieurs fuites apparaissent dans le sous-marin qui risque d'exploser à tout moment sous la pression. Les soldats se joignent à Montaigne Arman pour tenter de contenir les dégâts. Mais malgré tous leurs efforts et l'utilisation de tous les outils possibles, rien ne fonctionne. Cam commence à paniquer et Altan le réprimande tout en l'attrapant par le cou. Félix intervient immédiatement et repousse Altan. Finalement, le groupe réalise qu'il est impossible de réparer la fuite de l'intérieur. La seule option est de nager à l'extérieur et de sceller le sous-marin depuis l'extérieur. Daphne souligne que c'est extrêmement dangereux à cette profondeur, mais Arman rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix. Dans un coin, Yonka pleure la mort d'Erene, qui était en réalité son père. Umut intervient pour donner des ordres, lui disant qu'elle doit nager dehors avec Arman, car elle est la seule à bord possédant les connaissances nécessaires pour l'aider. Après s'être équipé de combinaisons spéciales et avoir pris le matériel adéquat, le duo plonge dans l'obscurité des fonds marins jusqu'à localiser les fuites. Pendant qu'ils travaillent, Yonka est soudainement attaquée par un poisson pêcheur qui la projette et la désoriente, la faisant perdre la position du sous-marin. À l'intérieur, les lumières s'éteignent car le tableau électrique est hors service, forçant l'activation de l'alimentation auxiliaire. Pendant que les officiers tentent de rétablir l'électricité principale, Arman continue de sceller les fuites. Il cherche ensuite Yonka et la retrouve juste à temps pour qu'il puisse retourner au sous-marin sans subir de dommages dus à la pression. Une fois à l'intérieur, ils conviennent de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, Umut prend officiellement le commandement du sous-marin et Yonka devient sa seconde. Umut annonce que leur prochaine destination sera la base navale d'Iskenderun, en Turquie. Pendant les heures suivantes, tous tentent de rester patients. Félix s'occupe de Cam qui souffre des symptômes du manque à cause de son addiction. Finalement, le sous-marin atteint la base où il trouve des voitures de police vides devant le bâtiment. Et les officiers fouillent toute la zone, mais ne découvrent que des corps éparpillés partout. Les troupes leur offrent un enterrement digne avec la cérémonie traditionnelle de l'armée et Umut aperçoit une jeune fille parmi les cadavres, ce qui signifie qu'il commence lui aussi à avoir des hallucinations. Un autre officier le sort de son état en l'informant qu'ils ont consulté les actualités et ont découvert que des incendies ravagent plusieurs endroits. Cam sort fumé et aperçoit la ville en flammes au loin, ce qui le plonge dans le désespoir. Par la suite, Yonka place une photo d'Erene dans le sous-marin et les autres lui rendent un dernier salut. Arman et certains officiers continuent de travailler sur les fuites pour renforcer la sécurité, tandis qu'Umut envoie les autres chercher de la nourriture et des médicaments dans la base. Il reste avec Rana aux ordinateurs pour tenter d'obtenir plus d'informations. Dans la cuisine de la base, Altan goûte la nourriture et remarque qu'elle est totalement insipide. Quelque chose bouge dans l'ombre et lorsqu'Altan et Yonka entendent un bruit, ils vont vérifier. Yonka remarque que le sac qu'elle avait laissé sur le comptoir a disparu. Il trouve une boîte de conserve brisée et suppose qu'elle a simplement explosé. À l'infirmerie, Daphne surprend Cam en train de chercher un médicament pour calmer son addiction et l'éloigne immédiatement. Mais Cam a déjà caché un flacon dans sa poche et prend discrètement le remède. Dans le sous-marin, Félix entend un bruit et va inspecter. Lorsqu'il trouve une lampe torche abandonnée, une femme mystérieuse surgit de nulle part
part, le pousse violemment et s'enfuit. Félix tente de l'arrêter, mais elle le repousse encore une fois. Il alerte immédiatement les officiers, qui lancent une poursuite dans toute la base. Cependant, la femme parvient à neutraliser plusieurs d'entre eux avant de continuer sa fuite. Félix finit par la rattraper, mais se retrouve avec une arme braquée sur lui. La femme est Selik. À ce moment-là, les autres officiers arrivent et la forcent à lâcher son arme. Ensuite, elle est emmenée à bord du sous-marin et menottée. Se rappelant ce que Barry avait dit, Félix regarde autour de lui et trouve des boîtes de conserve vides dans les conduits de ventilation, confirmant que Selik s'y cachait tout ce temps et volait de la nourriture. Umut hurle sur Selik, exigeant des explications, et est sur le point de la frapper pour la faire parler. Mais à ce moment-là, Félix trouve son uniforme dans les conduits et le lui apporte. Selik finit par révéler son identité. Elle explique qu'elle s'est réfugiée après avoir entendu ses supérieurs parler de l'explosion solaire. En se cachant dans les conduits, elle a beaucoup appris simplement en observant les gens et mentionne comment Yonka a failli compromettre la mission de plongée. Selik affirme également qu'Erené pourrait avoir été un traître car il tentait de communiquer avec quelqu'un à l'extérieur du sous-marin sans en informer personne. Yonka et Umut courent jusqu'à la cabine d'Erené et y découvrent un compartiment secret contenant le journal du commandant. Tous les noms du groupe d'Arman y figurent avec la mention sans affiliation, sauf celui de Daphné, suivi de points d'interrogation. Le duo montre la liste à Selik qui leur conseille de surveiller Daphné sans éveiller ses soupçons. Pendant ce temps, Daphné s'introduit discrètement dans la base navale et connecte son téléphone au satellite pour tenter d'accéder aux ordinateurs, sans succès. Quelques minutes plus tard, Umut est informé que 2 officiers sont malades et Arman remarque qu'il s'agit de 2 fossoyeurs. Il consulte Cam, qui est le spécialiste, et il réalise une petite expérience. La nourriture prise à la base a un goût de papier, alors que celle qui était déjà à bord du sous-marin a un goût normal. Cam en conclut que le soleil a corrompu la structure carbonée des aliments. Cela signifie que toutes les provisions qu'ils ont récupérées sont inutilisables et que la nourriture consommable ne durera qu'une semaine. Cam précise que les aliments frais et emballés sont compromis, mais que les conserves pourraient être intactes grâce à leur protection métallique. Après avoir envoyé les troupes chercher des conserves dans tous les recoins, Umut accepte de libérer Selik en échange de son aide. Selik accède aux ordinateurs de la base et intercepte un message en espagnol. Il y a beaucoup d'interférences et la seule phrase qu'elle parvient à comprendre est « Que Dieu nous protège tous ». Selik pirate ensuite le dossier de Daphné et découvre qu'elle a mené des recherches sur les habitats en haute mer pour l'organisation militaire de l'OTAN. Il semble que Daphné connaissait déjà la situation du soleil avant que tout ne se produise. Pendant ce temps, Yonka essaye de se rapprocher de Daphné pour en apprendre plus sur elle, mais Daphné comprend qu'elle est interrogée et met rapidement fin à la conversation. Quelques minutes plus tard, le groupe aperçoit un avion survolant la zone. Selik utilise les ordinateurs de la base pour suivre l'avion, tandis que la radio capte une communication de Russes tentant d'entrer en contact avec la station spatiale. Une fois la transmission terminée, Selik reprend le suivi de l'avion et remarque qu'Umut note un numéro. Entre-temps, le groupe d'Arman découvre un entrepôt rempli de conserves, mais en goûtant les aliments, ils réalisent qu'ils sont avariés. Peu après, les troupes reviennent et confirment avoir eu le même résultat en ville. Le groupe se réunit dans la salle des ordinateurs où Selik continue de surveiller l'avion. Arman analyse sa trajectoire et conclut qu'il tente de fuir le soleil en volant vers l'ouest. Il suggère d'entrer en contact et d'unir leurs forces. Mais Umut se méfie d'eux et menace d'abattre l'avion si quelqu'un tente de les appeler. Le sous-marin annonce qu'il est enfin prêt à partir, mais Cam décide de rester, son addiction l'ayant déjà consumé et même Daphné ne parvient pas à le convaincre de changer d'avis. Plus tard, à bord du sous-marin, Daphné a un effondrement dû à la culpabilité. Rana commence à souffrir de claustrophobie, alors Umut la réconforte et partage un verre avec elle, admettant qu'elle lui rappelle sa fille décédée. Après le départ du sous-marin, le soleil se lève et Cam marche vers les vagues, attendant la fin. Le groupe passe une journée entière à attendre et lorsque la nuit tombe à nouveau, le sous-marin refait surface. Peu après, il retrouve Cam morte sur la plage et ses amis prennent un moment pour lui rendre hommage. Pendant ce temps, Selik retourne aux ordinateurs et découvre que l'avion a atterri en Bulgarie. Dans cette région, il y a plusieurs barrages, ce qui les amène à soupçonner l'existence d'un bunker de l'OTAN submergé. Umut rassemble tous les officiers et
annonce qu'ils se dirigeront vers la Bulgarie, affirmant qu'un bunker militaire est plus sûr qu'une mine. Daphne craint que Umut ne devienne un dictateur, prenant toutes les décisions seul et remplissant le sous-marin d'armes. Après le départ du sous-marin, Umut vérifie à nouveau le journal d'Irénée et y découvre un morceau de papier caché avec un code. Il tente de l'utiliser sur l'ordinateur, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, il entend une transmission indiquant qu'un groupe se dirige vers la Norvège. Sans en informer personne, il ordonne à Altan de modifier la trajectoire. De son côté, Daphne continue de manipuler un ordinateur portable, mais le cache lorsque Arman s'approche d'elle. Il lui souhaite un joyeux anniversaire et les deux se laissent emporter par le moment. Peu après, une explosion retentit et les alarmes du sous-marin se déclenchent. Tout le monde panique, mais Umut annonce immédiatement qu'il ne s'agit que d'un test pour maintenir leur vigilance et désactive les alarmes. Ensuite, il annonce qu'ils vont en Norvège, prétextant que les réserves alimentaires de la Bulgarie sont épuisées. Personne ne le croit, alors Altan soutient son mensonge, affirmant qu'il a entendu la même information à la radio. Umut révèle alors la véritable raison. Le coffre mondial de semences de Svalbard, connu sous le nom de coffre du jugement dernier. Ce coffre contient des graines de plantes du monde entier pour assurer la survie en cas de catastrophe globale. Umut veut récupérer certaines graines et les cultiver dans le sous-marin grâce à l'agriculture hors sol. Arman et Félix confirment que c'est difficile mais faisable. Daphne insiste sur le fait que l'Espagne est un meilleur choix. Elle soutient que les graines mettront trop de temps à pousser, ce qui signifie qu'ils mourront de faim avant d'avoir une récolte. De plus, le voyage jusqu'en Norvège prendra une semaine. La discussion s'envenime lorsqu'Arman soutient l'idée de Daphne. Umut finit par accepter de faire un détour par l'Espagne avant d'aller en Norvège, mais il prévient que si quelque chose tourne mal, Daphne et Arman emporteront la responsabilité. Peu après, Daphne utilise un ordinateur dans une petite pièce et le cache avant de sortir, ce que Selik remarque. Au même moment, Umut demande à Altan de garder un autre secret, et lorsque ce dernier quitte la pièce, Selik l'observe également. Le sous-marin atteint enfin l'Espagne et la majorité du groupe débarque armes à la main. Des haut-parleurs diffusent le même message sur la mine qu'ils avaient entendu à la radio. Le quai est désert, alors ils prennent des voitures et suivent les panneaux indiquant la direction des mines. À bord du sous-marin, Selik commence à chercher des indices, mais elle est surprise par Altan. Ils se battent et après plusieurs coups échangés, Selik parvient à le mettre à terre et l'étouffe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Elle trouve alors enfin l'ordinateur de Daphne et commence à lire ses messages. Quelqu'un lui avait ordonné de garder le silence et de ne faire confiance à personne. Mais il semble qu'elle ignorait réellement l'existence de l'explosion solaire. Pendant ce temps, l'équipe d'exploration arrive aux mines et découvre que l'ascenseur ne peut transporter que 5 personnes. Ils se séparent et leur arrivée est surveillée par des caméras de sécurité. Après leur descente, ceux restés à l'entrée ne parviennent plus à rappeler l'ascenseur. Dans les tunnels de la mine, un survivant surgit et prend un officier en otage. Mais Arman tente de le calmer. Soudain, d'autres survivants apparaissent et encerclent le groupe, révélant qu'ils sont tous des mineurs. Ils admettent avoir envoyé un faux message, sachant que personne ne viendrait s'ils demandaient simplement de l'aide. Arman essaie encore de négocier, mais Umut ouvre immédiatement le feu. Les deux camps échangent des tirs et l'otage est tué. À l'entrée, Félix trouve la salle de contrôle et découvre que quelqu'un a coupé les fils de l'ascenseur, ce qui prendra du temps à réparer. En entendant les tirs, Yonka enfile des gants et décide de descendre en glissant le long des câbles de l'ascenseur. Le combat continue, les deux camps subissent des pertes, tandis que Daphne court dans un tunnel et découvre une pile de cadavres mutilés. Les mineurs sont en réalité des cannibales et se nourrissent des survivants qui répondent vite à leur message. L'un d'eux la repère, alors Daphne se cache parmi les corps et brise une lampe avant de bâillonner un homme agonisant pour éviter tout bruit. Malgré tout, une lampe torche finit par l'éclairer. Mais par chance, ce n'est que Yonka. Désespérée, Daphne veut libérer le survivant et le bruit attire un mineur dans la pièce. Félix et Rana observent la scène à travers les caméras et avertissent par radio qu'un ennemi approche. Les deux femmes réagissent à temps et après un combat parviennent à tuer l'homme en lui plantant un objet dans le corps. Dans la salle principale, Umut est sur le point d'être tué, mais il récupère son arme juste à temps et abat son assaillant. Ensuite, il tire autour de lui, effrayant les mineurs restants et sauvant Arman qui était submergé. Tous se regroupent dans l'ascenseur, mais Félix annonce qu'il
qu'il ne peut pas le réparer. Au moins, ils parviennent à verrouiller les portes pour empêcher les mineurs de les poursuivre. Arman explore les environs et trouve une autre salle avec un bouton pour activer l'ascenseur. Il y place une pioche pour le maintenir enfoncé, puis court pour attraper l'ascenseur qui commence à monter. Les mineurs forcent alors la porte juste à temps et attendent que l'ascenseur redescende pour continuer la poursuite. Le groupe fonce vers les voitures et démarre en trombe, mais le véhicule de Daphne et Arman est sans clé, les empêchant de partir. À cet instant, les mineurs sortent de la mine et les deux commencent à courir en arrière. Pendant ce temps, les autres arrivent au quai et Félix réalise qu'il avait gardé les clés dans sa poche par accident. Il veut retourner les aider, mais les officiers l'obligent à monter à bord du sous-marin car le soleil est sur le point de se lever. Quelques soldats restent pour couvrir la retraite et ouvrent immédiatement le feu en voyant les mineurs poursuivre Arman et Daphne. La majorité des cannibales tombent, mais Daphne trébuche et un mineur parvient à la prendre en otage. Umut refuse toujours de négocier et continue de tirer, mais il n'est pas assez rapide. L'un des mineurs poignarde Daphne dans le dos avant d'être abattu par Umut. Arman s'effondre, tenant le corps de Daphne alors qu'elle meurt dans ses bras, refusant de partir sans elle. Les officiers doivent l'assommer et le traîner de force à bord du sous-marin avant que le soleil ne se lève. Dans le sous-marin, Yonka ordonne de mettre le cap sur la Norvège, tandis que Umut continue d'essayer d'accéder aux fichiers d'Irénée. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par trouver le bon mot de passe et découvre les ordres de mission, réalisant qu'ils ont été trompés. Il réunit immédiatement les troupes et révèle la vérité. On leur avait dit qu'ils participaient à un exercice de l'OTAN et qu'ils avaient trouvé le sous-marin d'Arman par hasard, mais tout avait été prévu dès le début. Irénée savait depuis toujours qu'il s'agissait d'une mission de recherche et de sauvetage. L'objectif était de sauver Daphne en raison de ses connaissances sur les habitats sous-marins. Umut en conclut que l'OTAN était au courant de cette catastrophe bien avant tout le monde et travaillait en secret pour assurer sa propre survie. Soudain, Arman fait irruption dans la salle et attaque volontairement Umut, cherchant à provoquer une réaction. Les autres officiers l'immobilisent tandis qu'il hurle qu'il veut que tout se termine. Mais au lieu de le tuer, Umut ordonne qu'on l'enferme. Voyant cela, Félix et Rana refusent de continuer à travailler sur la culture des semences tant qu'Arman ne sera pas libéré. Mais Umut leur répond simplement qu'ils ne mangeront pas alors. Dans la pièce où il est menotté, Arman entend des officiers discuter du fait que 2 tubes de torpilles sont vides. Pendant ce temps, Altan tente de faire avancer le projet des semences, mais personne ne sait comment appliquer les méthodes alternatives. Félix rend visite à Arman et lui raconte la version des faits qu'Umut diffuse à l'équipage. Arman demande alors à parler à Yonka. Lorsqu'elle arrive, elle lui remet les plaques d'identification de Daphne qu'elle avait récupérées. Arman partage ensuite sa théorie. Le tremblement ressenti l'autre jour, que Umut avait qualifié de simple test, était en réalité le tir des torpilles disparues. De plus, la proue du sous-marin a été recalibrée sans raison apparente. Il est convaincu que Umut sabote toute la mission pour prendre le contrôle. Yonka refuse d'y croire, alors Arman lui demande d'appeler Umut. Quand celui-ci arrive, il libère Arman et lui donne même à manger. Arman refuse toujours de coopérer, ce qui pousse Umut à perdre patience et à exploser de rage, évoquant toutes les horreurs qu'il a vues pendant la guerre et affirmant qu'il ne veut pas revivre cela. Finalement, Arman propose un marché. Si Umut veut que Félix et Rana travaillent sur les semences, il doit laisser 2 hommes se joindre à eux pour compenser les pertes de Cam et Daphne. Au départ, Umut refuse, mais lorsqu'Arman mentionne les torpilles disparues, il le pousse à accepter l'accord sous la menace. Cependant, Arman trahit immédiatement sa confiance et révèle que toute la conversation a été diffusée à tout le sous-marin, exposant ainsi le vrai visage d'Umut. Les officiers sont furieux et Yonka le destitue de son poste de commandant. Enragé, Umut sort son arme et hurle qu'il a tout fait pour eux, mais plus personne ne le prend au sérieux. Il tend alors son arme à un officier et lui demande de choisir qui doit mourir, Arman ou lui. L'officier panique, ne sachant plus en qui avoir confiance, mais Arman s'approche et prononce un discours puissant qui l'apaise. Après qu'Umut soit enfermé, les troupes saluent Yonka comme leur nouvelle commandante. Ensuite, Selik est appelé pour pirater le système et découvrir la vérité derrière les messages d'Irénée. Il découvre que ce sous-marin suivait celui de Daphne depuis le début, car l'OTAN avait ordonné à Irénée de secourir l'équipage avant l'incident solaire. Il trouve également des coordonnées pour un site dans l'océan Indien et un numéro de téléphone.
À ce moment-là, ils arrivent en Norvège et le sous-marin refait surface. Utilisant le téléphone satellite de Daphne, Yonka appelle le numéro et découvre que Daphne l'avait déjà composé par le passé. C'est Asil, le père d'Arman, qui répond. Il porte une combinaison d'astronaute et se cache quelque part avec de nombreuses plantations. Asil avoue avoir donné une mission factice à Daphne uniquement pour pouvoir embarquer Arman à bord et le sauver de la tragédie. Avant de raccrocher, Asil dit à Arman de se rendre aux coordonnées en Inde, affirmant qu'il y existe un nouveau monde. Arman raconte alors toute l'histoire aux autres, admettant que Umut avait raison depuis le début. Comme Arman ne fait pas confiance à son père, il préfère récupérer d'abord les semences avant d'élaborer un plan. Télix se rend auprès d'Umut et commence à se demander si elle devrait le libérer, car ils auront besoin d'un esprit stratégique pour affronter Asil. À la surface, Rana et un officier partent chercher les semences, mais tombent sur un avion à proximité. L'officier ordonne à Rana de se cacher pendant qu'il enquête. Arman entre dans un bâtiment et trouve un homme armé menaçant un autre avec une arme. Dès que l'homme aperçoit Arman, il tire sans hésiter. Tandis qu'Arman perd lentement connaissance, l'équipage du sous-marin découvre qu'un missile a été lancé et se dirige droit sur eux. Ainsi se termine la première saison de Yakamos S245, série de science-fiction et de drame de 2022. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.